On de Latte raconte. Christophe On de Latte. Voici l'une des affaires judiciaires les plus intéressantes, je trouve, de l'histoire judiciaire de la fin du XXe siècle. L'affaire Zawadzki, 1998. Sur l'échelle d'Aval, disons 100 fois plus intéressante, au moins. Des femmes comme Nicole Zawadzki, on n'en trouve pas tous les jours dans les box des cours d'assises. Pour le débrief, maître Christophe Pesme du barreau d'Orléans, dans ce dossier avocat de la défense. Interview à retrouver dans un deuxième podcast. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe On de Latte. De cette histoire, je vous le dis d'entrée, il y a 2 leçons à tirer. La première, j'en parle souvent, prenez-le comme un conseil d'ami. Quand vous ne voulez plus de votre femme ou de votre mari et que vous préférez votre amant ou votre maîtresse, divorcez. C'est tellement plus simple. La deuxième, c'est que si vous n'avez pas résisté, si vous avez négligé la leçon numéro 1, alors ne vous achetez pas une Mercedes toute neuve un mois plus tard avec l'argent de l'assurance vie. Pas tout de suite. Un peu de décence. Allez, c'est parti. Ça commence comme ça. Un jour de mars 1998, à Sougy, près d'Orléans, Jean-Paul Zawadzki meurt dans son lit. C'est sa femme Nicole qui l'annonce à tout son entourage. Oui, il est mort des suites d'une maladie tropicale, je pense, laquelle on ne sait pas vraiment. Il est rentré d'une mission en Afrique il y a 3 mois et depuis, il avait un truc, il était fatigué, tout le temps fatigué, puis il toussait aussi beaucoup. Notre médecin a tout essayé, hein. Mais on n'est pas arrivé à le sauver. 39 ans. Tu te rends compte? 39 ans. Et de quoi est-il mort officiellement, Nicole? Je t'ai dit, des suites de cette maladie contractée en Afrique, je sais pas trop moi. C'est notre médecin de famille qui a signé l'acte de décès. Il a marqué mort naturelle. Comme si c'était naturel de mourir à 39 ans. Écoute, Nicole, on pense bien à toi, et à Aurore aussi, hein, à 10 ans. C'est pas facile hein, pour elle d'encaisser la mort de son papa. Bon voilà, on est avec toi de tout cœur, ma Nicole, vraiment. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu nous appelles, d'accord? Allez, je te laisse, ma Nicole. Courage. Effectivement, Jean-Paul venait de faire un long séjour en Afrique, au Gabon. Il était militaire, major, dans l'armée de l'air. Plus précisément, mécanicien de bord sur Transat. Il est mort de l'une de ces saloperies qu'on attrape là-bas. Et pourtant, c'était un costaud, hein, Jean-Paul. 1m90, baraqué, une montagne de muscles. Le médecin de famille a tout fait pour le requinquer, mais la maladie a gagné. Ces fichus virus africains, parfois, y a rien à faire. Parce qu'il était sous-officier dans l'armée, Jean-Paul Zawadzki a droit à des funérailles en grande pompe, avec hommage militaire. Toute la base aérienne d'Orléans au garde à vous. L'armée, c'était comme pour tous les militaires, sa deuxième famille. Alors ils sont là, en uniforme, le visage sombre, entourant sa femme, sa petite fille, ses amis, ses parents, ses voisins. Douloureuse cérémonie. Très douloureuse. Jean-Paul est inhumé au cimetière de Châteauneuf-sur-Cher. Et voilà. Pour Nicole et la petite Aurélie, va falloir trouver le chemin d'une nouvelle vie. Une vie sans lui.
Après le décès de Jean-Paul, Nicole se retrouve seule avec sa petite fille de 10 ans dans le pavillon de Sougy. C'est un tout petit village, 800 habitants. Et dans les petits villages, entre voisins, on s'entraide, mais on s'espionne aussi un peu. Alors quand le 22 avril, c'est-à-dire un peu plus d'un mois après la mort de son mari, Nicole rentre chez elle au volant d'une Mercedes flambant neuve, disons que ça fait jaser. Oh bah dis donc, elle s'embête pas la Nicole, hein. Elle n'aura pas porté le deuil longtemps, hein. Et ça cancane aussi quand Nicole se fait livrer dans la foulée des meubles tout neufs. Un défilé de camions. Ça fait sacrément causer dans le Landerneau. Hein. Oh bah dis donc, c'est la veuve joyeuse, hein, celle-là. Elle aurait pu attendre un peu quand même, je sais pas moi. 6 mois au moins. 6 mois. Mais moi, pour mon mari, je suis resté en noir pendant 2 ans. D'accord. Mais c'était une autre époque. En vérité, ce qui choque les gens, ce n'est pas qu'elle ait touché de l'argent à la mort de son mari. Chacun sait par exemple que quand quelqu'un meurt, les assurances crédit de la maison épongent la part du défunt. Et qu'il y a les assurances vie. Rien d'anormal à ça. Après un décès, c'est toujours comme ça. Il y a de sordides conséquences financières. Non, ce qui choque les gens, c'est qu'elle ne se montre pas plus discrète dans la dépense. Ce qui les choque, c'est le manque de décence. Et puisqu'on est dans les commérages, il y a autre chose qui se dit sous le manteau dans le lotissement où vivent Nicole et sa petite fille. J'ai encore vu le docteur Trouillard-Perrault aller chez elle hier soir. Je me demande ce qui fricote ces deux-là. Raconte pas n'importe quoi. Tu sais très bien ce qui fricote, c'est pas nouveau. Hein. Quand Jean-Paul n'était pas là, quand il était en Afrique ou ailleurs, on a déjà vu le docteur arriver chez elle le soir, et même parfois avec un bouquet de fleurs. Tu veux dire que le docteur serait son amant depuis longtemps? Tu t'en étais pas aperçu? Des fois, je me demande si t'es pas aveugle. Le pauvre Jean-Paul Zawadzki avait des cornes. Il ne passait plus les portes. Mais là encore, ça arrive. Mais quand les voisins font l'addition, le cocufiage, la Mercedes, les meubles neufs, et surtout cette mort bizarre, disons que ça ouvre des hypothèses. Et ces hypothèses finissent par arriver aux oreilles de l'armée. L'armée où déjà, pour dire les choses franchement, on se posait des questions. Moi, j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi Jean-Paul n'avait pas été pris en charge par un médecin militaire. Hein. Les maladies tropicales, c'est pas trop la spécialité d'un généraliste. Hein. Et puis, s'il a attrapé cette maladie en mission, il aurait dû se faire prendre en charge par l'armée, quoi. Il y a un truc qui colle pas dans cette histoire. Ouais, sans compter que sa maladie, on sait toujours pas ce que c'est. Hein. Et que dans tout l'équipage du Transal, il y en a pas un qui a attrapé quoi que ce soit. Et cette idée qu'il y a quelque chose de pas clair fait son petit chemin sur la base aérienne. Et elle finit par arriver aux oreilles du colonel, qui suggère aux gendarmes de réaliser une autopsie. Au même moment, Nicole, elle, ne se doute de rien. Et pourtant, elle y va à la base aérienne. Mais c'est pour pleurnicher sur son sort. Avec la mort de Jean-Paul, vous comprenez, j'ai besoin de travailler. Vous n'auriez pas quelque chose pour moi? Bah oui, elle est la veuve d'un militaire presque mort en service. Tout de même, l'armée pourrait faire ça pour elle. Non,
Et d'ailleurs, elle demande à son ami, le docteur Trouillard-Perrault, d'appuyer sa candidature. Et donc, il appelle la base aérienne et demande à parler à un officier. Madame Zavatsky est en train de se laisser mourir. Elle ne se nourrit plus et l'armée, c'est un peu sa deuxième famille. Vous ne pourriez pas l'aider? Je peux vous dire que l'officier le trouve gonflé, ce médecin, compte tenu de ce qui se murmure. Oui, gonflé. Du travail dans l'armée. Et puis quoi encore? Elle veut pas une médaille non plus. La suite est logique. Le colonel voulait une autopsie, à vos ordres, mon colonel. 3 mois après la mort de Jean-Paul, les gendarmes d'Orléans débarquent au cimetière de Châteauneuf-sur-Cher. Ils ont un mandat du juge pour exhumer le cercueil du major Zavatsky. L'accès au cimetière, naturellement, est bouclé. Mais voilà qu'une femme avec un gros bouquet de fleurs fait tout un cinéma pour entrer. « Je suis Madame Nicole Zavatsky. Je veux aller me recueillir sur la tombe de mon mari. Laissez-moi passer. »« Désolé, madame. Une opération de gendarmerie est en cours. Faudra revenir plus tard. » Elle ne savait pas qu'on allait déterrer son mari en vue d'une autopsie. Elle tombe là par hasard, pile au moment où ça se complique pour elle. Et donc un officier vient lui expliquer. « Nous sommes en train d'exhumer le corps de votre mari, madame. Vous ne pouvez pas entrer. »« Le corps de mon mari? Vous l'exhumez ?» Et là, elle se met à vomir. Elle dégobille sur les pieds de l'officier de gendarmerie qui lui fait face. Immédiatement, l'un des gendarmes présents appelle discrètement le juge d'instruction. Bon, elle est au courant, hein, maintenant. On espérait être discret, c'est raté. On pouvait pas savoir qu'elle allait arriver pile à ce moment-là, hein. Oui, le problème, c'est qu'elle risque d'en parler à son ami docteur. Écoutez, je crains que nous n'ayons plus d'autre choix que de les placer tous les deux en garde à vue, hein. Quand, monsieur le juge? Le plus vite possible. Et le plus vite possible, c'est maintenant. Bien sûr, il aurait mieux valu attendre les résultats de l'autopsie. Le cercueil a été emmené à l'Institut médico-légal de Paris. Si tout va bien, on aura le rapport dans 48 heures. Et une garde à vue, ça dure 48 heures. Va falloir jouer finement, très finement. Nicole Zavatsky est entendue la première. Et ça commence mal. Le docteur Trouillard-Perrault, mon amant? Non mais ça va pas. Vous dites n'importe quoi. C'est mon médecin de famille, rien de plus, je vous assure. Et concernant la mort de son mari, elle ne comprend pas. Le matin même, dit-elle, il était en pleine santé, et il lui a préparé un copieux petit déjeuner. Copieux. Il l'a mangé, dit-elle, avec appétit. Pensez donc. Et après, il est mort d'un coup. Qu'est-ce que vous voulez lui opposer? Sans les résultats de l'autopsie, impossible de la contredire. Le docteur Trouillard-Perrault, qui n'est donc pas son amant, mon œil, est interrogé dans le bureau d'à côté. Et lui, il comprend très vite qu'il est inutile de chercher à gagner du temps. Il se doute de ce que va révéler l'autopsie. Il est médecin. Alors il se met à table. D'abord, oui, il est l'amant de Nicole Zavatsky. Et c'est avec elle qu'on a monté tout ça. Tous les deux. Cette idée de l'empoisonner à petit feu, on l'a pensée à deux. On s'était donné 1 mois pour y arriver. Quand Jean-Paul Zavatsky est rentré du Gabon, il était un peu fatigué. Alors je lui ai prescrit du magnésium, et puis Nicole a remplacé discrètement le magnésium par de l'hypoglycémion. C'est comme ça que ça a commencé. L'hypoglycémion, c'est un médicament qu'on donne d'habitude aux diabétiques pour faire baisser leur taux de sucre. Mais
C'est un médoc à manier avec précaution. Mais à lui seul, l'hypoglycémiant ne peut pas expliquer la mort de Jean-Paul. Il ne mourrait pas. Alors j'ai fini par lui faire une injection de chlorure de potassium. Mais là encore, il résistait, c'était incroyable. Alors je lui ai donné un cocktail de bêta-bloquant et d'antiarythmique, et aussi de la digitaline. Et quand Nicole, le lendemain, m'a dit qu'avec tout ça, il était encore vivant, j'en revenais pas, quoi. Alors le matin, je suis venu lui faire une piqûre d'insuline. Voilà. Voilà. Le docteur Michel Trouillard-Perrault vient de vider son sac d'un coup. Il a parlé toute la nuit, sans s'arrêter. Mais il manque un bout de l'histoire. Maintenant qu'il a soulagé sa conscience, le bon docteur Trouillard-Perrault doit expliquer aux gendarmes pourquoi lui, brave médecin de campagne et pompier volontaire à 16 heures, est devenu soudain un assassin. Un homme qui a méthodiquement empoisonné et achevé son rival amoureux. Je reconnais que je suis fou amoureux de Nicole, fou. Ça fait 8 ans qu'on est amants. J'ai même quitté ma femme pour elle. Si j'ai fait ça, c'est pour la sauver. C'est pour la protéger de son mari. De quoi parlez-vous, monsieur? Je comprends pas. Eh bien, il la battait. Il la violait. Il la faisait violer par d'autres, notamment ses amis militaires. Le gendarme qui mène l'interrogatoire en reste bouche bée. Parce que ça, lui et ses collègues ne le savaient pas. Elle me racontait tout ce qu'elle subissait, au fur et à mesure. Et moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il arrive quelque chose. À elle, et aussi à Aurore, sa petite fille. Vous savez, on s'entend bien avec Aurore. Elle m'appelle Toutouille. Je crois qu'elle m'aime bien. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Et elle aussi, elle souffrait des violences de son père. Elle m'envoyait des petits mots, des dessins pour me le dire. C'était touchant. Et d'ailleurs, je les ai gardés, ces petits mots. Je pourrais vous le montrer. Elle m'appelait à l'aide. Et il n'y a pas qu'elle qui m'appelait à l'aide, hein. Il y avait aussi la tante de Nicole, Julie. Elle me disait souvent qu'il fallait faire quelque chose. Alors je sais que ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Mais j'ai fait tout ça pour protéger Nicole et Aurore. Voilà donc les explications du docteur Trouillard-Perrault. S'il a empoisonné Jean-Paul à petit feu, c'est parce que Nicole, sa petite fille Aurore et la tante Julie lui demandaient de faire quelque chose. Quand dans le bureau d'à côté, le gendarme qui interroge Nicole lui apprend que le docteur a tout avoué, elle ne tombe pas dans le panneau, la diablesse. Oh, mais si Michel a avoué le meurtre de mon mari, c'est son problème. De toute façon, celui-là, je voulais le quitter. C'est sans doute pour ça, d'ailleurs, qu'il a empoisonné Jean-Paul. Mais moi, j'y suis pour rien. Vous entendez? Rien. Mais alors, si vous étiez sur le point de le quitter, madame, pourquoi est-ce que vous continuiez à l'appeler 40 fois par nuit? 40 fois. Les gendarmes ont le relevé téléphonique sous les yeux. 40 fois. C'est du harcèlement, ça. Cela dit, il faut vérifier si Nicole vivait vraiment un calvaire. Si son mari la battait, la violait et la prostituait auprès de ses collègues militaires. Parce que si c'est le cas, ça change tout. Dans un procès d'assises, c'est une circonstance atténuante majeure. Avec un bon avocat, les deux tourtereaux peuvent s'en tirer avec une peine beaucoup plus légère. Ils peuvent même rêver d'un acquittement. Ça s'est déjà vu. C'est sérieux, donc, cette affaire de maltraitance. Il faut vérifier dardard. Alors les gendarmes font venir la petite Aurore.
C'est toujours délicat d'interroger une gamine de 10 ans sur sa mère, sur son père. Mais les gendarmes savent faire. Ils ont un bureau pour ça, avec des jouets d'enfants. Alors, dis-moi, Aurore, est-ce que ton papa faisait du mal à ta maman? Non, j'ai jamais vu papa faire du mal à maman. Tu l'as jamais vu la frapper? Ben non, jamais. Ta maman dit que ton papa la battait. Oh, mais maman, elle ment tout le temps. Et ça, les gendarmes vont vite le comprendre. Nicole Zawadzki est une mythomane de première bourre, une papesse de la mythomanie. Exemple, elle travaille dans une maison de retraite où elle est secrétaire. Ses collègues disent qu'un jour, elle leur a raconté que son mari avait coupé la tête d'un âne et que la scène s'était déroulée dans leur maison de vacances du Cher. La vérification ne prend pas beaucoup de temps. Les Zawadzki n'ont jamais eu de résidence secondaire dans le Cher. Jamais. Une autre de ses collègues raconte qu'un matin, elle est arrivée en disant qu'elle souffrait d'un cancer du sein, qu'elle devait suivre des séances de radiothérapie. Et ça aussi, ça n'est pas difficile à vérifier. Nicole n'a jamais eu le moindre cancer. Moi, un jour, elle m'a dit que sa mère était morte d'un cancer du sein. Hein. Mais en vérité, sa mère est vivante et en pleine santé. Un jour, elle m'a dit que son père s'était suicidé. En vérité, il se porte comme un charme. Et après, c'est son frère, un inspecteur de police en Italie, qui est assassiné au cours d'une enquête sur la mafia. Il va bien, le frérot. Merci. Et évidemment, à chaque fois, Nicole prend des arrêts maladie et elle s'absente pour les funérailles. Menteuse en série. Et en plus manipulatrice, comme pas deux. Au cabinet du docteur, les gendarmes retrouvent les petits mots qu'Aurore adressés à Toutouille pour le supplier d'aider sa maman. Des petits mots qui ont remonté le docteur comme une pendule, au point de le transformer en assassin. Ces petits mots, on les soumet à un expert en écriture. Bon, alors j'ai procédé à la comparaison entre l'écriture de la jeune fille dans ses cahiers de classe et parallèlement l'écriture de sa mère. Il apparaît sans aucun doute possible que c'est la mère qui écrivait les petits mots, en falsifiant l'écriture de sa fille. C'est monstrueux. La mère utilisait sa fille pour manipuler son amant et l'amener à tuer son mari, c'est-à-dire le père d'Aurore. Cette femme est une manipulatrice de haut vol. Cela dit, faut-il pour autant disculper entièrement le docteur? Est-ce que vous avez constaté des bleus ou des traces de coups sur le corps de Monsieur Zawadzki, docteur? Ce que j'ai vu, c'est qu'elle mettait des pansements. Et vous est-il arrivé de les retirer, ces pansements? Non. Non, j'avoue que non. Il était aveuglé. Un jour, Nicole lui a même raconté qu'elle s'était fait tirer dessus par des amis de son mari. Il l'a gobé, comme il a gobé les appels de la tante Julie, car vérification faite auprès des parents de Nicole. Il n'y a pas de tante Julie. Les appels de la tante Julie au docteur pour la convaincre de la souffrance de Nicole, c'était Nicole elle-même. Et lui ne l'a pas reconnue au téléphone. Il était envoûté. Il raconte qu'un jour, elle a voulu lui présenter cette tante Julie, mais que malheureusement, elle n'a pas pu venir. Et pour cause, il la croira même, lui, le docteur en médecine, quand elle lui dira un jour qu'elle est enceinte de lui. Il lui signe un congé maternité. L'amour rend aveugle, dit-on. Cette affaire en est la parfaite illustration.
Le procès du duo approche. Sur le papier, l'assassin principal, c'est lui. C'est le docteur. C'est lui qui prescrit les médicaments. Et c'est lui aussi qui pratique les 2 injections successives et mortelles. Parce qu'il faut que vous sachiez que la piqûre de chlorure de potassium, qui aurait dû être létale et qui ne l'a pas été, c'est le produit qu'on utilise pour l'exécution des condamnés à mort aux États-Unis. Et c'est encore lui qui pratique la dernière injection d'insuline. Piqûre qu'il fait parce que le major a résisté au chlorure de potassium, ce qui arrive aussi parfois aux États-Unis. Elle, Nicole, certes, elle a administré les médicaments, mais techniquement, elle est moins impliquée. Techniquement. Mais si on retient qu'elle a manipulé son amant avec des mensonges, alors c'est elle l'acteur principal de cet assassinat. Le procès de Nicole Zavadsky et du docteur Trouillard-Perrault s'ouvre le 20 juin 2001 à Orléans. Il est prévu pour durer 3 jours. C'est pas beaucoup, 3 jours, pour démêler les responsabilités des uns et des autres dans cette affaire. Pour Nicole, ça part mal. Elle reste accrochée à ses mensonges. Madame, nous savons par le témoignage de votre famille que vous n'avez pas de tante qui se prénomme Julie. Ah, mais c'est pas vrai, ça. Elle existe bel et bien, hein, ma tante Julie. Tout comme elle maintient qu'au moment de la mort de son mari, elle avait quitté son amant. Alors qu'il y a au dossier la trace de 373 appels de son téléphone vers le téléphone du docteur Trouillard-Perrault pour le seul mois de mars, le mois du crime. Elle s'enferre dans ses mensonges. Elle en est comme prisonnière. Évidemment, dans ce procès express, on attend beaucoup de l'expert psychiatre, le docteur Masson. Nous avons détecté chez elle des traits de toute évidence manipulateurs, hystériques et pervers. En revanche, chez Michel Trouillard-Perrault, le médecin n'a trouvé aucune déviance. Le verdict tombe. Et comme on s'y attendait, elle prend plus que lui. Lui qui a donné la mort et condamné moins durement qu'elle, qui l'a manipulée d'un bout à l'autre. Nicole Zavadsky est condamnée à 25 ans de réclusion criminelle et Michel Trouillard-Perrault à 20 ans. L'avocat général fait appel. Ça ne lui va pas. Pour lui, elle n'a pas pris assez cher. 25 ans, c'est trop peu. Nouveau procès donc à Tours. Verdict, 28 ans pour Nicole Zavadsky. 3 ans de plus. Et toujours 20 ans pour Michel Trouillard-Perrault. J'en reviens aux 2 leçons à tirer de cette histoire. La première, mieux vaut divorcer que tuer. C'est ce que Nicole Zavadsky aurait dû faire. Mais sans doute son esprit tordu n'aurait pas pu s'en contenter. La deuxième leçon, c'est que quand on a tué, il faut se faire discret. Ne pas acheter de Mercedes dans la foulée. Parce que si elle n'avait pas joué les veuves joyeuses, allez savoir si elle n'aurait pas commis le crime parfait. Je vous ai raconté l'affaire Zavadsky 1998. Une femme, Nicole Zavadsky, qui fait tuer son mari par son amant médecin, qu'elle remonte comme une pendule en lui disant qu'elle est battue et violée, ce qui est faux. Et à la fin, elle est plus condamnée que lui, 28 années de réclusion criminelle, contre 20 pour le docteur Trouillard-Perrault, dont l'avocat Maître Pesme du barreau d'Orléans est là pour le débrief. Je me disais en écrivant cette histoire qu'il était peut-être plus facile d'être son avocat à lui que son avocat à elle. Hein.
Ah bah tout à fait, tout à fait. On avait deux personnalités radicalement opposées et c'est tout j'allais dire, la curiosité, l'intérêt de ce dossier. Lui était plus facile à défendre, le bonhomme en lui-même. Oui, bah le docteur avait un profil, si vous voulez, tout à fait exceptionnel en sens inverse. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était extrêmement dévoué, qui était médecin des pompiers. Il n'était pas uniquement médecin avec sa propre clientèle. Il faisait un certain nombre je dirais de bonnes actions à droite à gauche. Il n'avait pas du tout ce profil et le connaissant un petit peu avant, vous imaginez bien que tout le monde est tombé des nues. Vraiment, c'était inconcevable. Le verdict donc établit la responsabilité à 2/3, 1/3, en vérité. Il vous paraît juste? Eh oui, parce que c'est ce qui a pu être démontré petit à petit durant toute l'instruction, c'est la manipulation absolument hors norme de Madame Zawadzki. Et on a pu mettre en évidence que le médecin avait été en quelque sorte pris dans sa toile. C'était une véritable toile qui était tissée méthodiquement et qui devait aboutir à l'issue fatale qu'on connaît. Votre stratégie à vous au procès, est-ce que c'est de l'enfoncer elle pour le soulager lui? Non, la stratégie, en fait, dès le début, le docteur a tout avoué, en fait. Moi, quand je suis arrivé au geôle, le juge d'instruction m'a tendu la déposition du médecin qui avait quasiment tout dit dans les moindres détails. Et donc la stratégie, ça a été d'expliquer. Lui n'a jamais contesté sa culpabilité. Il savait qu'il serait condamné et je dirais quelque part, il l'attendait. Donc le but, c'était d'expliquer. Et il est certain que les médecins psychiatres, vous évoquiez le docteur Masson, et moi-même j'avais fait citer comme témoin Marie-France Irigoyen qui a écrit un ouvrage sur les hystériques perverses, et qui est venu déposer à la cour d'assises, qui a pu expliquer le mécanisme. C'est un véritable mécanisme, une mécanique qui se met en route et qui fait perdre pied aux médecins. Lui, il vous dit, allez-y, enfoncez-la. Ah non, lui, d'abord, avait vraiment le souci de comprendre, alors sans minimiser, encore une fois, il reconnaissait sa culpabilité, mais il voulait comprendre, parce qu'il est médecin, et puis parce que il veut savoir quand même quels ont été les mécanismes à l'œuvre pour le conduire jusque-là, même si, encore une fois, il a sa part de responsabilité. Non, le but, c'était, alors peut-être, oui, de l'accuser elle, parce que... Non, mais lui, il vous dit quoi? C'est ça qui m'intéresse. Ah ben lui explique que, si vous voulez, il était dans un contexte... non, mais c'est pas ça. Lui, il vous demande quoi? De l'enfoncer, elle? Ou ça n'est pas une demande qu'il formule? Non, lui, il me demande de reconnaître sa culpabilité et d'expliquer, de faire comprendre aux jurés quel a été le mécanisme qui l'a conduit jusque-là, c'est-à-dire les mensonges qui se sont succédés. C'est ça. Donc oui, quelque part, l'accusé en tant que mythomane, en tant que manipulatrice, et essayer de faire comprendre à la cour que lui, quelque part, a été victime aussi de cette femme qui lui a fait perdre totalement pied, perdre tous les repères, et puis, je dirais, perdre toute intelligence en quelque sorte. Il est encore amoureux au moment du procès? Alors, il l'était complètement au début, et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, par le biais de l'instruction, des commissions rogatoires, des enquêtes qui ont pu être menées, il a découvert peu à peu que tout le roman qui avait été monté par cette dame tombait peu à peu, mais il a fallu aller vérifier chaque point de son roman de mythomane, et là, il s'est aperçu petit à petit que, non seulement il avait commis un geste terrible, mais en plus qu'il avait été totalement manipulé. Il ne le croyait pas au début. Et je vous avouerai que, en tant qu'avocat, vous écoutez ce que vous dit le client, et il était très difficile au départ de concevoir qu'il avait été à ce point manipulé. Maître, je pense avoir bien compris la mécanique de ce crime, la manipulation exercée par Nicole Zawadzki sur votre client. N'empêche que c'est lui quand même qui prescrit les bêta-bloquants, qui injecte le cyanure de potassium, ensuite l'insuline. Il savait qu'il allait tuer Jean-Paul Zawadzki. Et que tuer, c'est pas bien. Ouais, le geste est terrible, évidemment, c'est un médecin, la victime est son patient, donc ça c'est indéniable. Et ce qui s'est passé dans la tête du médecin, c'est difficile de le décrire avec précision. Toujours est-il que celui-ci s'est peu à peu persuadé, compte tenu de ce que lui racontait Madame Zawadzki, qu'elle était elle-même donc victime
des choses les pires, enfin qu'elle était violée, qu'elle subissait un véritable calvaire de son mari et des amis de son mari. Donc il y avait tout un ensemble un contexte terrible. Et lui en est venu à la décision absurde et terrible que la seule issue, c'était effectivement de supprimer le major Zawadzki. Mais ne pas atténuer quand même trop sa responsabilité. D'abord, il a pris 20 ans, c'est qu'il en a une. Son métier, ça n'est pas de tuer. Non, mais complètement. Bien sûr, et sa responsabilité, d'abord, elle est indéniable, et je dois dire que depuis le début, il ne l'a jamais contesté, hein, en vérité, et je dirais même que, heureusement, même pour son rétablissement en sortie de prison, heureusement qu'il a purgé cette peine. C'était évidemment nécessaire, c'était normal, c'était dû. Simplement, si vous voulez, si on a abouti à cette peine qui était sensiblement moins forte que celle de Madame Zawadzki, c'est tout simplement que les jurés ont compris effectivement que sa responsabilité était là, certes, mais qu'elle était moindre, elle était en quelque sorte atténuée de par la manipulation dont il avait fait l'objet. C'est une manipulatrice, on est d'accord, mais est-ce que lui n'est pas exceptionnellement manipulable ? C'est sans doute une des clés de la compréhension de ce dossier, peut-être. Effectivement, c'est malgré tout quelqu'un de tout à fait intelligent, bien équilibré, bien inséré dans la société, mais qui s'est laissé, alors peut-être par un sentiment un peu non pas de toute puissance, mais de vouloir, vous voyez, aller soigner. Bon, c'est son métier, mais là, quand sa compagne est censée subir les violences les pires, oui, il s'est laissé sans doute un peu manipuler. Quelque part, c'était là. Oui, enfin, il n'a pas ouvert les yeux suffisamment tôt, c'est clair. Il n'a pas ouvert les yeux, il n'a pas soulevé les pansements parce qu'elle lui dit qu'elle est battue. Un, il voit pas les coups, il voit que les pansements. Deux, il est médecin, il les soulève pas quand même. Il y a peut-être un moment donné, si vous voulez, où le fait de découvrir la vérité eût été peut-être trop difficile ou je ne sais quoi, mais peut-être qu'effectivement il y a cette part de responsabilité qui est indéniable, mais ça encore une fois, il l'a reconnu, il l'a toujours admis et ça fait partie, je dirais, de la sanction qui a été prononcée à son encontre. Et quand la gamine écrit « Papa fait du mal à papa », papa fait du mal à maman, lui il n'en parle jamais avec la gamine. Idem avec la tante Julie, c'est-à-dire que si elle lui envoie des petits mots, elle pourrait lui faire un clin d'œil quand il la voit. Ouais, mais ce qui est fantastique, si vous voulez, c'est que la manipulation est telle que vous parlez de ces deux éléments essentiels dans le dossier. Là, c'est la petite fille, effectivement, qui fait des dessins. Bon, mais il faut savoir que la fameuse tante Julie, qui est complètement inventée, vient corroborer les violences. Enfin, tout ça est cohérent. C'est ça qui est absolument hors norme dans ce dossier, c'est que cette manipulatrice présente un roman qui est cohérent. Et même les experts et même le juge d'instruction et tous ceux qui ont participé à ce dossier ont eu cette difficulté. À un moment donné, on se dit, bah effectivement, donc, vous savez, les mythomanes, souvent, on arrive à les coincer parce que, bon, à force de dire des mensonges, on se contredit. Mais quand on arrive à ce degré-là de mythomanie, ce qui est extraordinaire, c'est que tout est cohérent, sauf évidemment, heureusement, l'enquête dans le cadre d'une instruction permet d'aller tout vérifier, et c'est là que le château de cartes s'effondre et que voilà, la vérité surgit. Dernière chose là-dessus, il connaissait Jean-Paul, c'était son patient depuis longtemps. Avec un minimum de pif, il aurait quand même pu voir que c'est pas le genre de bonhomme susceptible de livrer sa femme à des violeurs. C'est clair que s'il avait eu toute sa raison, oui, objectivement, vous avez raison. Oui. Et il aurait pu s'en apercevoir. C'est là qu'on se dit, bon, oui, non, son discernement, alors, a été sans doute quelque peu altéré, hein, sans encore l'amour. L'amour. Ouais. L'amour. Parlez-nous un peu de Nicole. Vous l'avez vue pendant 2 procès. Vous avez compris en la voyant, en l'écoutant, comment elle pouvait embobiner un homme à ce point-là ? Oui, alors je dois vous dire que Nicole, je ne la connaissais dans un premier temps que par les dires de mon client, et donc je m'imaginais que une femme absolument extraordinaire. Et bon,
Je dois dire que, en fait, que lorsque l'enquête a commencé et qu'on l'a vu ensuite au procès, bon, le personnage qu'elle avait pu être, c'était totalement écroulé. Donc, elle avait plus du tout, enfin, lors de l'audience, elle avait plus du tout cette capacité d'embobiner en quelque sorte son auditoire. Et bon, c'était quelqu'un de très affaibli. Et dès lors qu'on a découvert le poteau rose et l'ensemble des mensonges qu'elle avait bien voulu faire, bon, le personnage est un peu écroulé. Mais il est certain que même certains médecins psychiatres chevronnés, je pense qu'il y a le professeur Coutenceau notamment, certains ont dit qu'ils n'avaient jamais vu, enfin eux-mêmes se sont fait manipuler, c'est quand même extraordinaire. Et quant au graphologue qui avait regardé les dessins imités, donc Nicole Zawadzki imitait les dessins pour faire croire que c'était des dessins d'enfants. Et une graphologue m'a confié que imiter des dessins d'enfants, c'est extrêmement difficile. Donc vraiment un niveau de manipulation tout à fait extraordinaire. Je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais la mythomanie, c'est une maladie dont elle est victime. Oui. Alors, je crois que ce sont, sans aller sur le terrain de mon confrère qui la défendait, bon, ça a été une des stratégies, effectivement, à la fin, d'essayer, alors, non pas pour la faire passer irresponsable, mais essayer d'aller jusqu'à dire que cette mythomanie, quelque part, effectivement, était pathologique. Bon, alors là, c'est le domaine des experts, mais ils ne l'ont pas considéré ainsi. Ils ont considéré que, certes, elle était mythomane, mais manifestement, ça ne rentre pas dans le cadre des pathologies qui auraient été susceptibles de la disculper en tout ou partie, en tout cas. En tout cas, vous avez utilisé tout à l'heure le mot victime pour parler de votre client, alors que c'est pas le mort. Oui. Non, alors, évidemment, il faut choquer personne et que les choses soient claires. Hein. La victime, c'est la victime, c'est le major Zawadzki. Non, je dis que quelque part, une victime collatérale, mais ça ne diminue en rien sa responsabilité, encore une fois, mais victime collatérale parce que il est clair que s'il n'avait pas eu sur sa route cette Nicole Zawadzki, il n'aurait pas sombré comme il l'a fait. Et encore une fois, quand les enquêteurs ont décrit sa personnalité en remontant loin, c'est quelqu'un qui n'avait d'abord jamais fait parler de lui, mais bien au contraire, avait été en quelque sorte dévoué, engagé, comme je disais tout à l'heure, chez les médecins des pompiers, qui avait ce souci d'aider les autres. Donc l'inverse de ce qu'il a fait, c'est ça qui est terrible. Merci beaucoup, Maître Pesme, d'avoir réveillé ces vieux souvenirs, parce que c'est pas d'hier, hein, cette histoire.